soul being, higher mind seeing. Tshisekedi a fait le tour du monde. Lors, je ne sais pas, des élections de 2006 ou de 2011, il a fait le tour du monde, partout, en train de collecter l'argent auprès des gens. Il est passé même ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Topesa Kambongo, on est allé dans une conférence dîner organisée à l'hôtel San Hôtel, je pense qu'elle est par ici. Vous voyez ça? On a donné de l'argent. Et puis il est rentré, l'Imperium, pour supporter l'Imperium. Est-ce que c'est Zong Sambong Nabiso? Il ne nous a jamais remis l'argent de l'Imperium. Ça devient comme une église où l'on vous donne l'argent, vous ne donnez pas de reçu des gens qui donnent les mabonza, vous ne nous donnez pas de reçu, vous bouffez l'argent des chrétiens comme ça. Ce qu'il a fait là-bas, en contournant le monde, c'était la frappe, pour utiliser l'expression des Congolais. Il nous avait frappé, c'était un frappeur, et il est mort dans la frappe. Tu vois ça? En prenant l'argent de Kabila, en prenant l'argent de Mobutu, en prenant l'argent de Senko, il est mort dans la frappe. Bonjour, bonjour et bon après-midi. Tout dépend de l'heure que vous êtes branché, connecté dans votre site internet www.congodialogue.com dans votre émission Espace Dialogue que présente votre serviteur, moi, Josué Bolowa, en direct de l'Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg. Vous savez toujours que nous ne venons pas pour s'amuser quand nous sommes dans vos petits écrans. Il y a toujours un message que nous voulons transmettre. Si il y a une actualité qui dérange la communauté congolaise ou qui frappe la communauté congolaise ainsi que la diaspora tout entière. Alors nous sommes là. Comme vous savez, la population congolaise vient de perdre les uns l'appellent un monument, les autres l'appellent un baobab et d'autres l'appellent le père de la démocratie. Hein? Alors le leader de l'UDPS que vous connaissez en la personne du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a quittés il y a presque quelques jours passés, depuis le 1er février de cette année, vers 17h22 dans la soirée, au niveau de la Bruxelles, dans l'hôpital Sainte-Élisabeth. Alors, vraiment, triste nouvelle qui a frappé toute la population congolaise. Alors, nous ne voulons pas rester derrière, comme c'est vraiment à la une et à l'actualité. Nous aimerions aussi profiter de l'occasion avec toute l'équipe de Congo Dialogue, présenter nos condoléances à toute la famille de l'IDPS, tous les membres fédéraux, toute personne qui est liée à ces partis politiques et ainsi qu'à toute la population congolaise. Pourquoi pas aussi à la famille biologique. Alors, nous aimerions réfléchir ensemble et donner aussi un message. Comme vous savez, Monsieur Kilele ne veut pas aussi rester derrière. Il a aussi un message à transmettre. Nous aimerions toujours, comme vous savez, nous avons toujours partagé, réfléchir. Monsieur Etienne Tshisekedi vient de nous quitter, l'UDPS est là, et après l'UDPS, qu'est-ce qui va se passer? Et vous savez qu'il était partie prenante dans la Senko, le rassemblement, tout ça, il y a eu des dialogues, ainsi de suite. Maintenant, le leader en question n'est plus. Bien sûr, il n'est pas encore enterré, mais nous avons voulu aussi recevoir cet éminent homme politique, le président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud. Je crois que le visage n'est plus étranger à la télé. Et vous savez que lorsqu'il passe, nous passons le micro, il y a toujours un message instructif, un message édifiant que M. Kilele nous donne. Alors ensemble avec lui, nous allons réfléchir ensemble. Il a aussi un message pour rendre hommage au docteur Etienne Tshisekedi. Sans plus tard, je vais recevoir mon invité du jour. Bienvenue, papa. Bonjour, monsieur Josué. Bonjour à tous les compatriotes congolais, à tous les téléspectateurs de par le monde entier qui vous suivent. Merci beaucoup pour votre temps. Comme d'habitude, c'est pas facile de vous avoir malgré vos multiples occupations. Dis-nous un peu comment vous avez saisi la triste nouvelle qui a frappé la communauté congolaise de la disparition de M. Etienne Tshisekedi. Ce qu'on vous dit, c'était une triste nouvelle. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un parce que nous mourrons tous. Comme le disait un animal dans le roman d'Albert Camus, Les animaux malades de la peste. La peste, en fait, disait nous mourrons tous.
Donc il n'y a pas de raison de se réjouir de la mort de quelqu'un, parce que nous tous, nous mourrons. Mais en fait, la mort ne doit pas être un fait étrange pour la communauté de cette planète. Parce que nous sommes la mort. Nous vivons tout en étant morts. Donc ça ne doit pas être une surprise. Nous devons toujours nous attendre à mourir à n'importe quel moment. Et c'est ce qui justifie la futilité de la vie. Parce qu'on se demande, après avoir été quelqu'un, après avoir fait des exploits, après avoir glané la gloire et le prestige, après avoir atteint un certain niveau de grandeur, mais l'on finit toujours par mourir comme un pauvre, juste comme un pauvre, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc la mort annule l'importance de la vie. Mais alors, ça ne doit pas toujours nous étonner. Bon, je dois exprimer mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique, à ses amis, ainsi qu'à toutes ses connivences, parce qu'il était dans beaucoup de connivences au pays, tout comme à l'extérieur du pays. Ceux-là qui ont profité de ces connivences, ils vont largement le regretter. Et alors, mes condoléances à tout le monde. Pourriez-nous nous dire, M. Kilele, comment vous avez connu M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Bon, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Comme la plupart des gens l'ont vu à la télévision ou lors de manifestations, lors de marches de villes mortes. Parfois, il était à l'avant-plan, parfois, il n'était pas là. On le voyait parfois au stade. Mais vis-à-vis comme ça, causer avec lui, non, je ne l'ai jamais rencontré. Bon, nous tous, quand nous étions jeunes, quand nous étions étudiants, on a été de loin ou de près imprégnés par son charisme. Et ça nous arrivait partout où nous étions. Quand bien même que nous tous nous n'avions pas la carte de membre de l'IDPS, mais à un certain moment, il a bousculé les esprits de tout le monde. Donc, je ne dirais pas que j'ai été plus proche de lui. Je n'ai jamais été membre de l'IDPS. Mais on a prouvé parfois les soubresauts de ces esprits et de son mouvement-là, qui cherchait à bouger le président, le maréchal Mobutu. Parfois, on était ignorant de ce qui s'est passé dans les coulisses, mais étant encore jeunes, nous nous occupions surtout de l'apparence. Nous ne savions pas ce qui s'est passé en dessous. Oui, donc, la mémoire que je garde de lui, c'est qu'il a été un homme politique, je dirais un grand parmi les grands. Il n'a pas été le seul grand. Je me retiens de ne pas utiliser les adjectifs superlatifs comme ce que nous entendons à travers les messes de Requiem partout, ou les témoignages que nous suivons dans les YouTube ou partout. Les gens l'appellent le monument, le baobab, je ne sais pas, le père de la démocratie, tout ça. Je pense qu'il y a une certaine exagération. Allons-y tout de suite. Je n'ai rien vu de monumental en lui. Et j'ai le droit de dire ça. Je dirais que celui qui a fait quelque chose de monumental, c'est Mobutu, c'est Lumumba et c'est Laurent Désiré Kabila. Comment ça? Malgré la dictature de Mobutu, il y a eu l'intégrité et la sécurité du territoire maintenue pendant la trentaine d'années que Mobutu a été à la tête du pays. Donc la sécurité, l'unité nationale, la défense du pays demeurent des faits monumentaux qu'on peut mettre au crédit de Mobutu, malgré sa dictature, j'ai dit.
Les gens ne sont pas parfaits. Kabila poursuivait un idéal, c'est de mettre fin à la dictature de Mobutu. Je dis bien Laurent Désiré Kabila, pas les faux Kabila qui est au pays là-bas. C'est Laurent Désiré Kabila. Il a été maquisard pendant une trentaine d'années et il s'était assigné une mission de déboulonner le président Mobutu par la force. Quand bien même qu'il a été soutenu par des forces étrangères, mais il a atteint son idéal en chassant Mobutu qui est resté au pouvoir pendant des années et des années. Le fait d'avoir chassé Kabila, Mobutu, c'est un fait monumental. Lumumba n'en parle pas. Je vais abonder dans ce sens là-bas. Lumumba, c'est le plus grand monument que le pays ait connu. Lumumba, c'est lui le père de la démocratie. Lumumba est mort pour la démocratie. Et quand vous lisez son livre intitulé Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Malheureusement, le département ou le ministère de l'enseignement ne retire aucun extrait de ce livre pour que les enfants se mettent à lire ça et inclure ça dans les manuels scolaires. Se garder en catimini pour qu'on puisse effacer la mémoire de Lumumba. Lumumba est donc mort pour la démocratie. Les discours que Lumumba a prononcés le 30 juin, les discours impromptus, l'a fait entrer dans l'histoire par la grande porte et il est sorti par la grande porte. C'est lui le père de la démocratie et les discours qu'il a prononcés, c'était un réquisitoire démocratique contre la maltraitance du colonialisme, non seulement au Congo, mais en Afrique et partout à travers le monde. Alors, je ne vois rien de monumental dans ce que Tshisekedi a fait. Je sais qu'il est un activiste et il a été un activiste politique. Ce n'est pas le fait de dire non à quelqu'un ou de faire marcher les gens dans la rue, le faire tuer, c'est ce qui transforme quelqu'un en un monument politique. C'est comme qui comparerait le jeune leader sud-africain Julius Malema à Mandela. Donc aujourd'hui, si Malema mourait, on va directement lui dire qu'il est héros, il est monumental. Je ne pense pas. Donc nous devons faire très attention dans les labels que nous donnons à quelqu'un. Nous devons éviter le fanatisme. Et surtout, nous les Congolais en particulier, nous devons faire un effort d'éviter ce que je peux appeler l'intégrisme idépécien. Il ne faut pas être trop intégriste, trop fanatique, qu'on doit s'aveugler tout simplement parce qu'on aime quelqu'un, tout simplement parce qu'on est de sa tribu, tout simplement parce que on espérait avoir un poste directement, on efface tout ce qu'il a fait du mal. Eh bien, pour moi, je pense que Tshisekedi a fait plus du mal que du bien au Congo. Il a été le mal absolu et je pense avec sa mort, le Congo doit commencer à se libérer. Parce qu'il était l'étau qui serrait et resserrait le peuple congolais dans les carcans de la dictature mobutienne et dans l'occupation actuelle pendant ces 16 ans. Dans la dernière interview que vous m'avez accordée, je l'ai surnommé Monsieur l'anesthésie. Et cela demeure. Chaque fois que le peuple congolais voulait prendre un élan, eh bien, il venait lui injecter le sérum de l'anesthésie en fait que le peuple congolais puisse s'endormir et ne pas se réveiller et se libérer. Alors, je ne vois pas en quoi il est monumental, je ne vois pas en quoi il est libérateur, je ne vois pas en quoi il est l'homme de la démocratie. Il nous a laissé un dictionnaire de mots, en nous parlant de pays des droits, en nous parlant de chasser la peur, en nous parlant de l'impérium,
en nous parlant tout dernièrement de carton rouge et toutes ces expressions là-bas, ça c'est à son crédit. Mais vous savez, ça ne fait pas de quelqu'un un monument. Et ça ne fait pas de quelqu'un un héros. Parce que si l'on doit entrer dans la mythologie grecque, un héros c'est quelqu'un qui se distingue des exploits de bravoure, plus qu'aucun être humain. C'est ça un héros. C'est en quelque sorte un dieu, un demi-dieu. Alors, nous devons cesser de lever des gens au niveau de Dieu. Tout simplement parce que quelqu'un a osé dire non à Mobutu, ben il devient héros. Alors que nous savons que ce monsieur, pendant que la journée, il lançait les gens dans des marches de soutien, dans des villes mortes, la nuit, il allait collaborer avec Mobutu et bénéficier de largesses du gouvernement de l'époque, comme il a continué à le faire jusqu'à sa mort. Ce monsieur a tenté de saboter les dialogues de Sun City. Moi, j'étais ici, je participais au dialogue de Sun City, j'y allais tous les jours. En restant dehors, je l'avais rencontré et je l'ai salué au restaurant des Cascades de Sun City. Il ne peut pas se rappeler de moi, sans doute, parce que c'est quelqu'un qui rencontrait beaucoup de gens. Il s'était écarté et à la fin de discussion de Sun City, il est resté en Afrique du Sud, où je peux dire même il s'est exilé pendant 1 ou 2 ans. Et à la fin, à son retour, au lieu d'aller tout droit sur Kinshasa, sur le Congo, il a préféré aller s'agenouiller devant Kagame, qui est l'agresseur du Congo, aller chercher, quémander la légitimité d'un pouvoir qu'il a, parce qu'il avait le soutien populaire. Et de retour de la transition de Kigali jusqu'au Congo, comme il était spécialiste de la marée humaine, les gens l'ont accueilli comme quoi il a ramené le pouvoir et c'est lui qui sera le président. Le même type, quand Kabila est entré avec l'AFDL, mais Kabila l'avait appelé, mon frère, viens qu'on travaille. Je me rappelle, oui, il avait lancé une phrase lapidaire en disant, en lui posant la question, mais Kabila, qui sont ces gens qui sont derrière toi? N'est-ce pas que ce sont des Rwandais? Et voilà, cela est resté populaire. Sans doute, ça l'a rendu monumental, comme on veut le dire. Jusqu'à ce que cette brouille continuera avec Laurent Désiré Kabila, où il donnera des tracteurs pour le renvoyer dans ce village de Kabaya-Kamonga pour aller faire l'agriculture, jusqu'à sa réhabilitation. Mais si il avait conjugué les efforts avec Laurent Désiré Kabila, je pense que les Rwandais n'allaient pas nous dominer comme aujourd'hui, parce que lui étant le maître du terrain et son frère étant arrivé, il a préféré lui faire rivalité au lieu de combiner des efforts avec lui et chasser les agresseurs. Le même type qu'on voudrait nous présenter comme étant le père de la démocratie ou l'homme des droits. Mais c'est lui qui avait signé l'acte d'arrestation de Patrice Emery Lumumba. Et jusqu'à ce que Patrice Emery Lumumba avait été arrêté, transféré au Katanga, où il avait été massacré avec ses deux compatriotes, Maurice Mpolo et je ne sais pas encore qui là-bas. Mais c'est le même Tshisekedi qui avait avalisé l'arrestation de Kimba Evariste et leur pendaison à la place du 4 janvier, là où se trouve le stade du 20 mai aujourd'hui. Mais nous connaissons ça. C'est le même Tshisekedi qui a torpillé la conférence nationale souveraine lorsque les délégués, les 1200 ou les 1500 délégués à la conférence nationale souveraine avaient décidé d'instituer un tribunal pour juger les crimes commis depuis 1960 jusqu'en ce jour-là où la conférence nationale se tenait. Sachant très bien qu'ils pouvaient être poursuivis pour l'arrestation et la mort de Patrice Lumumba, avec tous ces médias, ils avaient brouillé les pistes afin que la conférence nationale ne puisse plus se poursuivre, parce qu'ils craignaient qu'ils puissent être poursuivis pour des crimes dans lesquels il était impliqué. Mais c'est le même Tshisekedi
je pense vers 1982, quand ils ont créé, parce que ce n'est pas lui seul qui a créé l'UDPS, hein, nous connaissons l'histoire quand ils ont adressé une lettre légendaire, hein, une lettre très forte au président Mobutu, les 13 commissaires du peuple. En créant l'UDPS, tout a bien marché jusqu'à un certain moment où il avait banni ses amis, Mbouakiem. Il avait banni, je pense, Kibasa Maliba. Il avait radié le professeur Marcel Yaou. Il les a chassés. C'est le même type qui a fait ça. Afin de pouvoir s'imposer seul maître, capitaine dans les bateaux. Alors, comment est-ce que vous voulez nous dire que ce type avait pratiqué, ou il est le père de la démocratie, en chassant les cofondateurs de ce parti? Sur quelle base ces gens avaient été radiés de l'UDPS? Alors, il y a eu beaucoup de bévies, et pendant un certain moment, lorsque, paraîtrait-il, il se querellait avec Mobutu, lorsqu'il voulait toujours devenir premier et rester toujours premier ministre, un homme de Kivu, Faustin Birindwa, s'est détaché de l'UDPS pour prendre la primature et dire on en a marre avec cette histoire de l'UDPS, et il est resté premier ministre. Bon, l'unique monumentalisme qui est en lui, c'est l'obsession de pouvoir chercher à rester toujours premier ministre. Même avec les négociations de la Senko, il a voulu être premier ministre. Je ne sais pas quel fétiche est attaché au poste de premier ministrable. Et se sentant malade, il a cherché à tripoter pour que soit son fils, soit son cousin Badibanga devienne ministre, parce qu'il y a du fétichisme et de la magie au poste de premier ministre. Mais mon Dieu, mais il y a des régimes qui ne sont pas des régimes tels que le régime français, où il y a le premier ministre. Il y a le régime américain, le régime présidentiel. Un régime très fort où le président seul détient le pouvoir. On voit ce que l'actuel président Donald Trump est en train de faire. Il a la signature qui allait créer un bicéphalisme politique où le président dit ceci, le premier ministre dit cela, le vice-premier ministre dit cela. Pourquoi il s'entichait toujours à rester premier ministre? C'était une façon de distraire la population. Le monumentalisme de Tshisekedi, c'est distraire la population. À un certain moment, quand il envoyait les gens dans des marches de villes mortes. Pendant un moment, l'économie maladive du Congo était sabotée quand il avait refusé les billets, je ne sais pas, de 500 Zaïre qu'on avait fini par appeler Mukomboso. Il y a eu pillage dans la ville de Kinshasa. Partout à Lubumbashi, à Kisangani, les gens étaient affamés à cause de marches de soutien et de villes mortes inutiles qui ne nous avaient amenés nulle part. Bon, il a été contre Mobutu, paraîtrait-il. Avait-il chassé Mobutu? Il n'a pas chassé Mobutu. Quel acte de bravoure qui peut alors le transformer en un héros national? Il n'y en a pas. Kabila est venu une seule fois, Laurent Kabila, et il a chassé Mobutu. Il reste un héros. Lumumba avait dit non aux Noirs, enfin aux Blancs, et il nous a amenés vers l'indépendance. Pas lui seul, sans doute. Il demeure un héros. Mais pas lui, il a été complice de Mobutu et c'est connu, et on ne doit pas nous abreuver avec l'angélisme de quelqu'un qui a été complice de Mobutu. Nous devons cesser de le prendre ou de le considérer comme étant un ange. Bon, s'il a été héros, il demeure un héros tribal de sa tribu. Parce que nous savons que la plupart des gens qui détenaient à l'époque et qui détiennent les organes de médias, ce sont des gens de sa tribu et qui ont claironné tout son prestige partout en faisant lettre morte le mal qu'il faisait. Ben, nous n'avons rien, je n'ai rien contre lui, mais je suis contre cet angélisme qu'on veut nous présenter, qu'il a été un ange, il est le père de la démocratie, il est le libérateur, il est, je ne sais pas, le premier docteur en droit. Allons-y d'abord avec cette histoire des droits. Mais dis donc, docteur en droit, vous savez ce qui fait la grandeur de l'occidental, de l'homme blanc? C'est le fait de pouvoir écrire. Je sais que le talent d'écriture n'est pas donné à tout le monde, hein, mais quand on a atteint un certain niveau d'études,
on doit quand même gribouiller quelque chose pour laisser un message à la postérité. Lumumba n'avait pas eu assez du temps, mais il a produit par correspondance un livre dont je citais les titres ici. Ça reste dans les annales de l'histoire, n'est-ce pas? Mais lui, docteur en droit, mais mon Dieu, mais il n'y a aucun livre qu'il a écrit. Docteur en droit, mais il a enseigné son droit. Dans quelle faculté, dans quelle université? Docteur en droit, il n'y a même pas un article qu'il a publié dans un journal. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là de docteur en droit? Il a fait son droit seulement pour obtenir un diplôme et rester dans sa maison? Hein? L'homme blanc, quand il est scientifique, quand il est intellectuel, il écrit toujours quelque chose. M. Sarkozy, lorsqu'il a voulu revenir à la politique, il venait de publier un livre que j'ai à la maison. Je ne lui reconnaissais pas les talents d'écrivain, mais il a publié un livre intitulé « Tout pour la France ». Et voilà, ça passe. Jacques Chirac a écrit, Mitterrand a écrit, beaucoup d'autres écrivent. Hein? Les mathématiciens, les biologistes écrivent. C'est ce qui prouve l'intellectualisme de quelqu'un. Pas aller nous intimider avec des doctorats en droit qui n'ont rien produit. Ça, c'est le doctorat chez lui à la maison, qui n'a rien produit. Bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais souffert, il faut comprendre. Je jetais un coup d'œil sur son curriculum vitae, c'est bien truffé, hein? C'est bien, il n'a jamais chômé. Commissaire du peuple, ministre de la justice, vice-ministre de la justice, ministre de l'intérieur, ambassadeur, PDG à Erzaïr, directeur de l'École nationale de droit et d'administration, ENDA, etc., etc. Maintenant, le dernier titre, président, je ne sais pas, des comités de suivi ou je ne sais quoi. Donc, toute sa vie, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a eu son salaire, et je pense qu'il n'a pas tellement souffert comme le peuple congolais, n'est-ce pas? Bon, sans doute, il le mérite parce qu'il a étudié, mais c'est parce qu'au Congo, il n'y a pas ce que je peux appeler une philosophie de redevabilité du poste qu'on occupe. Donc, on te nomme par plaisir, par avantage, par connivence, par accointance. Vous êtes là, vous volez. Dès que vous terminez, Mobutu vous change comme un pion de damier. On ne vient même pas vous demander des comptes à rendre. Est-ce que vous avez bien géré ou pas? Mais pendant le temps qu'il était à Erzaïr, peut-il nous montrer quel avion il a acheté pendant ce mandat-là? Quelles infrastructures ont été construites à travers le pays pendant ce mandat? Mais le curriculum est bien truffé, hein? C'est bien meublé. Il a été PDG de Erzaïr. Qu'est-ce qu'on a produit quand on a occupé ce poste? On ne doit pas seulement se mettre à acclamer, il a été ceci et cela, il a été... Nous avons besoin de gens qui sont plus pratiques et praticiens. Et c'est ce qui fait le monumentalisme. Il a laissé quoi? Hein? Il n'a rien laissé. Donc, ne soyons pas fanatiques, ne soyons pas ivres du tribalisme et de l'intégrisme. Parce que ça, c'est de l'intégrisme. Ça, c'est comme on parle de l'intégrisme musulman. Il suffit seulement de dire Mahomet n'était pas prophète. C'est fini, hein? Un musulman te tranche la tête, hein? Il te lapide. Il suffit de dire que Mahomet, c'était un violeur de femmes, parce que Mahomet, pendant qu'il avait 50 ans, il a épousé une fille, une de ses dernières femmes qui s'appelait Aïcha, 14 ans. Mais c'est incompatible, ça. 54 ans, une fille de 14 ans, mais c'est quoi? C'est un viol. Il suffit que les gens osent raisonner comme ça. Eh bien, les musulmans viennent vous trancher la tête, ils vous lapident, ils vous coupent en morceaux. C'est ça l'intégrisme. C'est ça le fanatisme. Et je m'adresse à mes frères kassaïens, je m'adresse à tout membre de l'IDPS d'éviter l'intégrisme idépécien ou l'intégrisme politique et d'avoir un peu un esprit cartésien, un esprit de doute qui doit retracer une certaine rectitude dans la façon de raisonner afin de mettre les choses en leur place. On n'a rien contre lui, mais nous sommes contre le fanatisme.
Et nous devons étaler sur la place publique le mal qu'il a fait. Vous allez me dire, mais M. Kilele est en train de faire le procès à mort. Mais écoutez, on fait le procès aux morts. Bien sûr, c'est ce que je comptais même vous demander. Est-ce que M. Kilele a un procès, c'est ça le terme que vous avez utilisé. Est-ce que Kilele a quelque chose, des rancunes, ou, que le défunt, le docteur Tshisekedi a fait, ou peut-être il a contre quelque chose, peut-être il a fait contre ta famille, ou je ne sais pas moi, pour faire le procès de quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus. Hein? Vous savez, il faut faire procès à tout le monde. Vivant ou mort, il faut faire le procès à tout le monde. Ça fait avancer le monde, vous savez, dans la comptabilité, dans les finances. Pendant que de votre vivant, dès que vous mourrez et que vous avez laissé des dettes, mais comment? Mais on peut hypothéquer vos biens pour payer les dettes que vous avez laissées. Alors, on vous fait un procès pendant que vous êtes mort. Mais qu'en est-il pour un politicien? Ce n'est pas parce que vous êtes mort qu'on ne doit pas parler du mal de vous. Vous ne devenez pas saint immédiatement quand vous mourrez, tout simplement parce que vous avez osé dire non à Mobutu ou à tel. Non, on doit faire le procès à tout le monde. Vous voyez ça? Et jusqu'aujourd'hui, quand vous étudiez l'histoire, mais on continue à faire procès à Staline, on continue à faire procès à Lénine, on continue à faire procès à Napoléon. Mais pourquoi pas lui? On doit faire du choc d'idées jaillit la lumière et il n'a rien fait de mal contre moi. Mais nous devons dire la vérité. On ne lui fait pas, on ne les hait pas. Non, mais on doit dire la vérité et éviter de tromper les gens. Parce qu'il avait un côté mauvais en lui. Comme moi, j'ai un côté mauvais à moi. Et je ne peux pas avoir peur qu'on dise du mal de Kilele. Si on peut prouver que Kilele a fait du mal, mais il faut qu'on en parle. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Et nous avons, tout le monde a le droit de dire cette vérité. Nous connaissons tout ce que je viens de dire ici, c'est vrai et c'est vérifiable sur lui. Et nous devons éviter le tribalisme, nous devons éviter le fanatisme et l'intégrisme. Ça gangrène notre façon de raisonner. Nous devons dire la vérité. C'est vous, le pasteur et les autres, qui avez l'habitude de dire, ça se trouve dans la Bible, hein, la vérité vous affranchira. Mais moi, je m'inscris dans les versets bibliques. C'est la vérité qui doit nous affranchir, et non pas les mensonges, non plus la flatterie. Vous voyez ça? Voilà, merci beaucoup à chers téléspectateurs. Vous êtes toujours branchés dans cette spéciale interview, hommage à notre défunt Étienne Tshisekedi, le leader et fondateur de l'UDPS qui nous a quitté, paix à son âme. Et je crois que vous avez suivi, mais c'est qu'il est, vous êtes toujours branché sur votre émission Espace Dialogue avec moi. Je suis Bolois dans www.congodialogue.com que dirige Madame Francine Guembe. Monsieur Kilele, s'il faut y avancer, je crois que le message est passé. N'empêche, si nos amis qui sont pour ou contre votre intervention que vous avez dit, la vérité affranchie toujours, ils sont toujours la bienvenue à prendre part à cette discussion, à cette analyse. Hein, si vous aimeriez aussi leur permettre que nous puissions ensemble avec eux, s'ils vont permettre qu'on se mette ensemble sur la même plateforme et puis discuter sur cela et apporter certains éclaircissements si ils ont des arguments contraires à ce que vous venez de soulever tout à l'heure là. N'est-ce pas? Comme vous avez dit, c'est vraiment pas un procès, nous ne sommes pas dans un magistrate court où vous êtes en train de comme mais dis-moi, ce que vous avez soulevé est vérifiable. Monsieur Kilele, aujourd'hui les leaders n'est plus. Parlons un peu de l'avenir de l'UDPS. Quel est le message que vous pouvez donner à l'UDPS en tant que parti politique? Parce que c'est parmi les géants, parmi les grands partis politiques de la nation, de notre pays, ami pays RDC. Un message là-dessus. Je veux passer un message, mais laisse-moi faire un reculon. Ce que vous veniez de demander. Le fait de trop louer quelqu'un tranche de la fuite de débat. Moi, je suis pour un débat. Et c'est parce qu'ils savent que les gens peuvent dire toutes les vérités. Raison pour laquelle ils font des messes de glorification. Mais si
on peut organiser une conférence où l'on appelle les Congolais, venez parler du mort. Je pense que ça sera un ring de pugilat où les gens vont se donner des coups parce qu'il y a l'intolérance idépécienne. Vous voyez ça? Ils disent qu'ils sont un pays, enfin, en partie des droits. Les droits, c'est la liberté d'expression. Mais ce que nous voyons à travers le monde, ce n'est pas ça. Il suffit seulement qu'on dise quelque chose, qu'on interprète d'une autre façon les discours de leur fait président, ou de dire quelque chose du mal de l'UDPS. Eh bien, il y a des coups qui sont lancés, les gens sont tabassés, les gens sont tabassés. Ça, c'est de l'intolérance. Alors, s'ils ont le courage qu'ils organisent un débat, et vous allez voir, les gens vont venir faire sortir des histoires. Je venais déjà de le dire que la conférence nationale souveraine avait été torpillée parce qu'ils avaient évité que les gens disent toutes les vérités sur les crimes qui étaient commis depuis 1960 jusqu'au moment de la conférence nationale. Ça, c'est un fait. Et ceux-là qui se croient qu'ils détiennent toute la vérité de l'histoire du Congo, mais qu'ils viennent, qu'ils organisent une conférence, nous sommes là et d'autres gens sont là qui viendront parler, comme moi, et n'ont pas cherché à nous abreuver avec du verbiage de glorification inutile. Eh bien, le message qu'il faut donner à l'UDPS, c'est un grand parti, comme vous le dites. Et vous savez, c'est un parti maudit. Un parti maudit. Un parti maudit. Maudit, j'ai dit. C'est bien maudit. Je ne pense pas que l'UDPS aura un avenir. C'est-à-dire? Après la disparition de mon compatriote Etienne Tshisekedi, l'UDPS va s'étioler. L'UDPS c'est un glaçon de frigo ou de l'iceberg dans une mer quelque part. Avec l'effet climatique et politique, l'UDPS va se mietter en eau. Ça deviendra de l'eau. Pourquoi je dis ça? Vous savez, rappelez-vous, le fait professeur Marcel Diaou, qui avait été banni par le dauphin, avait lancé une phrase lapidaire que je considère de malédiction à l'UDPS. Quand il a dit l'UDPS c'est une coterie tribale. Ça signifie c'est un groupe de gens de la même tribu qui prennent leur leader comme étant un dieu incontournable, intouchable, irréprochable. Et tout celui qui va oser dire quelque chose, la sanction c'est la mort ou il doit être tabassé. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez? Cette phrase reste comme ça. Vous venez de voir Tshisekedi moribond, Tshisekedi mourant, Tshisekedi meurt. Dans l'UDPS, il y a eu les gens de toutes les tribus qui ont soutenu, qui ont milité dans l'UDPS. Vous voyez ça? Je ne me contredis pas en rappelant la mémoire du professeur Liao. Mais si le président de l'UDPS était démocratique, il choisirait quelqu'un d'autre qui n'est pas de sa tribu pour continuer avec le parti et galvaniser les esprits de tout le monde. Ici, je nomme quelqu'un qui s'appelle Valentin Moubake, un homme très bouillant, un homme passionné de l'UDPS, un homme loyal à Tshisekedi et à son parti. Mais aujourd'hui, son image est oblitérée par l'arrivée du fils de Tshisekedi. Son père Kassaïen, Louis Kassaïen, biologique. Oui, s'il militait dans des bases de l'UDPS par-ci par-là, on ne refuse pas qu'un Jules puisse faire ascension. Mais il y a eu des grands caciques du parti qui sont là, qui ne sont pas des Kassaïens. Et les Kassaïens devaient se défendre en mettant une autre couleur qui n'est pas une couleur kassaïenne, afin de pouvoir convaincre les gens d'autres tribus que l'UDPS n'est pas une coterie tribale. Mais un Kassaïen meurt, un Kassaïen prend l'ascension,
Et ce sont les Kassaïens qui sont en ligne pour continuer. Donc c'est une histoire, c'est une coterie tribale réellement parlant. Et pourtant, vous vous rappelez la fois passée lors de l'interview, je vous avais dit que un parti, ce n'est pas un fait privé. Ce n'est pas une société, ce n'est pas une SPRL, société privée à responsabilité limitée. Un parti, c'est un bien public, c'est un patrimoine public. Et tout celui qui milite, qui épouse l'idéologie de ce parti, a le droit de faire ascension. L'IDPS n'a pas d'avenir parce que c'est une coterie tribale. 2. L'IDPS n'a pas d'avenir parce que il y a et il y aura une crise de leadership. Pourquoi? Vous savez ce qui fait de l'ANC un parti fort, malheureusement, qui va tomber aussi, parce que la plupart des partis de libération, des mouvements de libération en Afrique n'ont pas survécu. À part les MPLA en Angola qui a survécu, mais la plupart des mouvements de libération sont tombés. Le FNL en Algérie, quand vous allez au Mozambique, bon, au Zimbabwe, ça continue encore, mais ils se sont séparés, ZANU-PF, ZIPRA, et tout ça. Souvent, ça ne survit pas. Je disais donc que il n'y a pas eu préparation de leadership. Oui, ils vont me dire que Kilele est ignorant de ce qui se passe dans l'IDPS. Tant mieux, je vous concède ça. Parce que s'il n'y avait pas crise de leadership, son fils ne ferait pas émergence. Parce qu'il y a des vieillards qui sont là-bas et qui ont toujours été là-bas. Ce sont eux qui devaient émerger. Qu'ils soient du Kasaï ou de n'importe où, mais ce sont des vieux qui étaient là-bas, qui devaient émerger. Vous voyez l'ANC. Il peut y avoir préparation des élections ou pas, mais le parti sait déjà qui sera président. C'est à peu près un système communiste. On sait déjà qui sera président. On sait que Mandela est parti, ce devait être Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a voulu briguer un troisième mandat. On l'a bouté dehors de force. On lui a dit, on l'a ramené à la raison, mais tu sais qu'après toi, c'est Jacob Zuma. Que Jacob Zuma soit illettré ou pas, mais c'est lui qui doit être le président. Jacob Zuma aussi a cette tendance de chercher à amener sa femme comme étant son remplaçant. Mais on le ramène à la raison, on dit, mais là-bas, il y a 3 candidats. Il y a Jeff Radebe, il y a Cyril Ramaphosa, et il y a d'autres qui sont là-bas. Ouais, ça. Il y a déjà le leadership, une logique dans les pipelines. Vous voyez ça? Une logique incontournable. C'est ça, un parti. Est-ce que l'IDPS peut prouver ça au peuple congolais, que le second, au défunt Tshisekedi, était tel, le troisième était tel, le quatrième était tel? Parce que, en éliminant politiquement Mbwakiem, Kiba Samaliba, professeur Liaou et les autres, il était devenu un potentat monarchique. Il était devenu roi. Et c'est le contraire de la démocratie que l'IDPS proclame. Vous voyez ça? C'est le contraire. Du coup, on voit son fils qui sort. Où est-ce qu'il était? Et comment est-ce qu'il écrase le CV, la carrière des autres qui étaient là-bas? Et il devient du coup héritier monarchique. C'est inacceptable. Cette tendance monarchique, on la voit maintenant partout en Afrique. Omar Bongo meurt, voilà un enfant ramassé dans les Biafra, Ali Bongo, qui était venu au Gabon avec un ventre ballotté de faim, il devient président du Gabon au fils biologique. Voilà au Togo le fils de Nyasingbe et Yadema, président. Chez nous, on nous fabrique un faux enfant de Kabila, chauffeur de taxi en Tanzanie, rafistoleur de chaussures, Laurent et Joseph, je ne sais pas comment vous appelez ce type-là, Kanambe, président. Donc, il y a toujours cette tendance monarchique. Et quand vous regardez l'IDPS, elle a épousé
la même tendance monarchique. Et il y a des gens qui claironnent partout. Oh non, il y a Yebibiloko, papa n'a pas kosala. Il y a Yebibiloko, nyoso azaye kosala. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Hein? Bon, on va me dire que je suis en train d'interférer dans un parti qui n'est pas le mien. Ben, c'est vous qui venez auprès de moi pour me poser cette question. J'ai le droit de donner mes opinions. À part ça, c'est un parti congolais, j'ai le droit de dire ce que je peux dire. Et celui qui a aussi le droit de dire ce qu'il veut dire à mon parti, il a tous les droits. Donc ce n'est pas un fait privé. Nous avons l'exemple de Mobutu. 33 ans de règne de Mobutu. Parce qu'il n'y avait pas une bonne préparation. Personne n'a supplanté à Mobutu. Mobutu mère, c'était un château de cartes. Poum! L'impère disparaît. Et voilà une de ces femmes, la patate là, comment ça s'appelle, Mama Zouzio Mbombo, elle prend une partie, elle dit non, impère partie privée, enfin fait privé. Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle voulait dire? Impère fait privé. Bon, où se trouve maintenant les faits privés d'impère? Ça se trouve dans des chambres froides où elle vend des piodi, c'est ça les impères. C'est tout ce qu'elle fait. Ce n'est pas un fait privé, c'est tombé. Les Vundao et tout ça ont trahi la mémoire de Mobutu. Ils vont tous au garage, au retrait, ils deviennent des sénateurs. Ils gardent le calme pour bien manger et de prodiguer des conseils à ces Rwandais afin de pouvoir recoloniser les Congolais. Voilà un groupe de traîtres encore. Et tu sais qu'il faisait partie de ces gens là-bas, quand bien même que dans l'apparence, il se faisait passer pour un opposant. Vous voyez? Mais il était un traître. Un dernier exemple de ce méfait. Tshisekedi a fait le tour du monde. Lors, je ne sais pas, des élections de 2006 ou de 2011, il a fait le tour du monde, partout, en train de collecter l'argent auprès des gens. Il est passé même ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Topesa Kambongo, on est allé dans une conférence dîner organisée à l'hôtel Sans Hôtel, je pense qu'elle part ici. Vous voyez ça? On a donné de l'argent. Et puis il est rentré, l'Imperium, pour supporter l'Imperium. Est-ce que c'est Zong Sambong Nabiso? Il ne nous a jamais remis l'argent de l'Imperium. Ça devient comme une église où l'on vous donne l'argent, vous ne donnez pas de reçu des gens qui donnent les mabonza, vous ne nous donnez pas de reçu, vous bouffez l'argent des chrétiens comme ça. Ce qu'il a fait là-bas, en contournant le monde, c'était la frappe, pour utiliser l'expression des Congolais. Il nous avait frappé, c'était un frappeur, et il est mort dans la frappe. Tu vois ça? En prenant l'argent de Kabila, en prenant l'argent de Mobutu, en prenant l'argent de Senko, il est mort dans la frappe. Vous voyez ça? Alors, ça ne le transforme pas en un héros, ça ne le transforme pas en un libérateur, ça ne le transforme pas en un docteur en droit qui ne nous a pas appris le droit, et nous devons nous regarder en face comme je vous regarde. Ne soyez pas fanatiques ou intégristes. Voilà, merci beaucoup, docteur Kilele, pour votre temps. On est presque à la fin de notre entretien pour aujourd'hui. Donc le DPS n'a pas d'avenir. Le DPS va tomber. Mais pour que le DPS se maintienne, elle doit choisir quelqu'un d'une autre province. Comme ça, il n'y aura pas de faction. Sans quoi, il n'y a pas d'avenir. Parce que c'est un parti de corrompus. Leur leader touchait l'argent. Nous connaissons. Moi, j'étais un ami de Faustin Birunda. Nous connaissons comment l'argent passait de Mobutu à Tshisekedi. Nous connaissons. Tous les propos engagés pendant cette interview, écoutés ici, exprimés, s'engagent que mon invité. Je crois qu'il a voulu donner son message. Comme d'habitude, vous savez qu'Espace Dialogue, c'est une plateforme où nous recevons des avis, des analyses des gens, des points de vue. Pour ou contre, cela dépend de votre entendement. Et si vous voulez aussi intervenir, vous avez des avis contraires à ce que Dr Kilele vient de soulever, vous êtes la bienvenue. Contactez-nous dans notre numéro qui est dans votre petit écran. Alors juste pour terminer notre entretien, j'aimerais donner le last word au docteur, à notre invité, avant de clôturer notre émission. Depuis l'arrivée de l'AFDL, le défunt Tshisekedi n'a jamais condamné l'occupation du pays, ni en privé, ni en public. Il a été un agent
de Kagame comme Hippolyte Kajambere Kanambe au Congo. Plusieurs fois, j'ai dit ça dans mes interviews, qu'avec le soutien qu'il avait, s'il avait osé dire à la population, soulevons-nous, prenez des machettes, des armes, attaquons-nous aux occupants, le peuple obtempérerait. Mais en demandant à la population de combattre et de manifester pacifiquement, ça a montré le paradoxe de tout son combat et ça a tué sa carrière. Il est mort avec un mauvais label de traîtres et de distracteurs de la population congolaise. Que vive le Congo, que vive la mémoire de Lumumba, que l'unitarisme de Mobutu nous imprègne nous tous et que l'esprit de combat et militariste de Kabila nous imprègne. Avec le temps, nous devons instituer un tribunal pour juger tous les criminels et les traîtres qui ont trahi le peuple congolais, qui ont vendu le peuple congolais, tous les corrompus qui nous tiennent dans un étau aujourd'hui seront jugés. Et le Parti national congolais est prêt à faire ça, à faire des concessions et à demander le droit de poursuite de tous ceux-là qui auront trahi le peuple congolais. Nous allons instituer notre propre tribunal pour juger les traîtres. Et cela viendra. Que vive le Congo. Voilà, merci beaucoup, Dr Kilele, le président du Parti national congolais, résident en Afrique du Sud. Derrière tout ça, vous comprenez toujours son souci. Et vous avez suivi le message. Nous sommes presque à la fin de notre interview. J'ai dit merci à toute l'équipe technique, Jean-Marie Poupa derrière la caméra ainsi que la régie. J'ai dit merci à la grande dame Francine Gembe qui nous a donné ce privilège d'être dans vos petits écrans, partout où vous êtes, n'importe quel coin du continent que vous vous trouvez. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, des avis contraires, postez ou WhatsAppez-nous dans les numéros qui sont dans vos petits écrans. Quant à moi, José Boloa, je vous dis merci. Vive la RDC. Et nous profitons encore, nous disons condoléances à toute la famille, tant biologique que politique, pour la disparition de M. Etienne Tshisekedi. Et je crois, dans nos émissions prochaines, nous aurons à vous communiquer le programme du funéral ainsi que de l'enterrement. Restez branchés, connectés sur Congo Dialogue. Merci.